c'est l'endroit précis où le Lot se jette dans la Garonne et où les eaux se mélangent. Ah là, c'est particulièrement marqué. On voit que la Garonne a subi quelques averses orageuses. Le sédiment est en suspension et ça donne cette coloration-là. Georges Lot est historien. Avec son pilote, il remonte cette rivière à la découverte de son patrimoine vu du ciel. Il passe au-dessus de la ville d'Aiguillon, située juste après la confluence. Première étape de leur voyage sur le Lot, Clairac et sa célèbre abbaye. On voit que l'abbaye, elle est positionnée en belvédère, comme sur un balcon qui domine le Lot. Cette abbaye qui accueillait des moines bénédictins. On a des traces écrites dès le Xe siècle. On avait environ 120-130 moines qui s'occupaient des terres, mais qui s'occupaient aussi du commerce. Les moines ont été parmi les premiers à installer un moulin, qu'ils utilisaient aussi pour faire payer des droits de passage aux bateaux. À cette époque, le Lot devient une importante voie de communication pour acheminer des marchandises du Massif central jusqu'au port de Bordeaux. Cette artère économique, elle a été mise en place très tôt, dès le Moyen-Âge, pour pouvoir assurer un transport constant et avec le moins de difficultés possible. Donc d'où l'édification des chaussées, des barrages, pour pouvoir créer des zones d'eau calme, pour pouvoir circuler avec les bateaux. Près de 70 barrages jalonnent ce cours d'eau. L'importance de la navigation se caractérise par ces maisons fortes, édifiées au Moyen-Âge par les seigneurs, tout au long de la rivière. Tu vois, Jean-Luc, on a sous nos pieds une tour péagère qui faisait payer un droit de passage aux bateaux. Et beaucoup de seigneurs locaux, alors que leur castrum originel était sur les coteaux ou non loin de la rivière, se sont rapprochés pour bénéficier de cette artère économique que représentait le Lot et son trafic fluvial. Les deux hommes s'éloignent maintenant de la rivière pour survoler un village remarquable de la région, la Bastide de Montflanquin. Au XIIIe siècle, dans tout le sud-ouest, des centaines de bastides sont édifiées. Ce sont les villes nouvelles du Moyen-Âge, toutes construites sur le même plan, avec des rues qui se croisent à angle droit. Elles permettent de regrouper les populations et d'y concentrer l'activité économique. C'est une bastide de promontoire qui s'est adaptée à la topographie des lieux, tout en respectant l'organisation traditionnelle des bastides, avec le cœur du bourg qui s'articule autour d'une place et d'une halle qui, elle, a disparu ici. Mais on voit très bien la place principale. Et en plus, cette bastide, elle est en position de contrôle sur la vallée. Quelques kilomètres plus loin, un autre site emblématique borde la rivière, le château de Lustrac. Au pied du château, un barrage et un imposant moulin qui datent du Moyen-Âge. Les deux édifices sont séparés par un chenal équipé d'une écluse. C'est ici que Georges Lot a rendez-vous avec un ami kayakiste. Donc on va prendre le train de vague et on va prendre la veine centrale. Les deux hommes se dirigent vers le barrage de Lustrac, un passage redouté depuis toujours par les bateliers. On va faire comme nos aïeux qui passaient avec les bateaux. Ils ne vont pas passer par l'écluse, ils vont passer par le barrage directement pour gagner du temps. Voilà. On appelait ça les eaux volantes.
par cette chaussée que l'on a là, sous les yeux, on crée un dénivelé. Donc ça veut dire qu'on va créer de la force hydraulique. Et c'est la raison pour laquelle le moulin fortifié que l'on a sous nos yeux, il est venu se positionner très rapidement derrière pour pouvoir profiter de cette force hydraulique, créer de la farine, meuler du grain et ensuite créer de la richesse économique sur cette zone-là. Au départ, on n'a pas ce château tel qu'il est configuré là dans l'absolu. C'est d'abord une tour péagère. Et après, étant donné qu'il y a de la prospérité, que c'est un endroit stratégique, névralgique du point de vue économique, on a agrandi ce château pour lui rendre un caractère défensif, un caractère qui puisse lui permettre de résister peut-être aux convoitises, notamment pendant la rivalité franco-anglaise. Le moulin était fortifié. Il était défendu par un pont-levis et un mâchicoulis permettait de jeter des pierres sur les assaillants. Les deux kayakistes remontent maintenant ce chenal creusé volontairement entre le moulin et le château. Le seigneur de Lustrac, lorsqu'il a réalisé ce passage-là, au lieu de le faire au milieu du barrage et créer un passelier au milieu du barrage, c'est-à-dire une espèce de toboggan, il l'a créé entre le château et le moulin fortifié. Donc c'était un point d'obligation pour pouvoir aussi payer la taxe de passage que les bateaux étaient obligés de s'affranchir. Jusqu'au début du XXe siècle, ce passage a été emprunté par les bateaux marchands, les gabarres. Des embarcations traditionnelles à fond plat. À la fin du XIXe siècle, certaines étaient équipées de machines à vapeur. Près de 9000 gabarres circulaient chaque année en direction de la Garonne. Cette gabarre est l'une des dernières à avoir sillonné le Lot. Jean-Paul Goban navigue aujourd'hui avec Charlotte, sa fille. Et Bernard, l'un de ses amis. C'est catastrophe infernale ici. Il y a encore de l'eau là, c'est bon. Tu fais la réserve.